Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, Engagée de Nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Mon invité du jour est médecin et a fondé l'ISL, l'Institut de santé intégrative, et a participé à un groupe de recherche sur ce sujet à l'OTAN. Fidèle à ses racines indiennes, elle est aussi formée à l'Ayurveda, au yoga, à la méditation et des tas de choses passionnantes aussi comme l'hypnose. Et elle fait des ponts entre la médecine moderne et les sagesses anciennes. C'est un peu notre Deepak Chopra française, où elle s'est formée d'ailleurs. Elle est l'auteure aux éditions du Courrier du Livre d'un très bel ouvrage, Ma détox colorée, pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver l'équilibre. Ce livre est un voyage sensoriel en 7 étapes, avec de la créativité, de l'essentiel du jeu et un retour à soi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos chakras de la détox, si je puis dire, avec la doctoresse Nathalie Guita-Babourage, que j'ai la joie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Nathalie. Bonjour Anne, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci d'être là. Et tu es aussi connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Doc La Luna. C'est ça, oui. Pourquoi ? Dans tout mon parcours autour de la santé et de la santé intégrative, comme tu l'as décrit, ces dernières années, j'ai réalisé que j'avais quelque chose avec la santé de la femme, déjà moi à titre personnel, et le nombre de femmes que j'accompagne. On s'est rendu compte que notre physiologie de femme n'était pas complètement abordée en médecine classique, et même parfois dans d'autres approches alternatives et complémentaires. Et cette fascination pour la Lune, je l'ai depuis toute petite. Je voulais devenir astronaute jusqu'à l'âge de 15 ans. Ah oui. Et j'ai réalisé quand j'ai commencé à explorer moi mes énergies de femme à travers mes cycles que j'avais une connexion à la Lune différente que celle que j'avais avant avec le simple attrait de l'astre. Il y avait toute sa symbolique, sa dimension qui nous invite à l'introspection, qui m'a beaucoup parlé. Et donc, comme je voulais trouver un petit jeu de mots, je trouvais que Doc La Luna, c'était pas mal. Ça mettait en lumière mon parcours de médecin, mais mon côté un peu poétique, un peu sur la Lune. Oui. Parfait. Alors, tu as travaillé, j'en parlais tout à l'heure, autour des neurosciences et des sagesses ancestrales. Mm-hmm. Et tu fais des ponts entre les deux. Alors, est-ce qu'elles font bon ménage, en fait ? Comment tu réconcilies les deux si elles ont besoin d'être réconciliées ? Elles ne sont pas opposées. Non, au contraire, elles sont complémentaires, mais j'ai réalisé au fil du temps, et notamment grâce à ce que je propose à travers l'Institut de santé intégrative, que c'était aussi une invitation à aller explorer nos propres parties opposées. Exactement comme la technologie, on peut avoir l'impression qu'elle peut s'opposer aux sagesses anciennes. On peut aussi y trouver des points communs, mais ça réveille aussi à l'intérieur de nous parfois des conflits. Et ça peut être intéressant d'aller voir ces conflits, comment ils résonnent en nous, dans notre physiologie. Oui. Et pour moi, du coup, c'est devenu vraiment une vision intégrative. Ça va au-delà de la médecine intégrative qui combine plusieurs approches avec la médecine occidentale au centre. Cette vision intégrative, je me rends compte que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, où tout va très vite, où tout est de plus en plus technologisé, oui. Le retour à l'humain et à toutes nos ressources d'être humain est indispensable si on a envie de trouver un équilibre juste pour nous et la planète. Donc cette vision intégrative, c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui. Et comment tu as été attirée, en fait, naturellement par ça ? Je pense que mon parcours, le fait d'être née en France et d'être retournée en Inde à l'âge de 10 ans, en tant que préadolescente et d'avoir fait ma crise d'adolescence là-bas, oui. Je pense que ça m'a beaucoup aidée, parce que l'Inde, c'est vraiment le pays des paradoxes. Oui. On peut vraiment voir la Silicon Valley indienne, par exemple, Bangalore, où la tech est vraiment à son maximum, mais en même temps, la spiritualité est très présente. Ça respire la spiritualité dans les rues de l'Inde, et que tu sois d'une classe vraiment très très basse ou alors des gens très fortunés.
Et peut-être ces paradoxes qui vont bien ensemble, je ne sais pas si c'est au niveau neurologique ou au niveau cognitif, le fait d'avoir été habituée depuis toute petite à être dans ces paradoxes et à essayer de trouver un équilibre et à s'apaiser avec ces paradoxes, c'est peut-être ça qui m'a donné envie de connecter les opposés entre eux plus tard dans notre monde occidental en France. Et c'est ce que tu as fait aussi dans ton livre, puisqu'en fait tu associes quelque part la médecine ayurvédique à des pratiques plus occidentales. Tu mixes aussi les deux. Tout à fait. J'avais vraiment envie de transmettre, de faire vivre un voyage sensoriel aux personnes qui allaient lire le livre. Parce que je suis passionnée de voyage et je trouve que ça me nourrit énormément et que ça nous permet aussi de grandir par rapport à cette vision intégrative. Et je m'étais dit comment pouvoir transmettre comment réveiller ce cerveau explorateur qui sort de l'analytique pure, puisque je propose vraiment d'être dans l'expérience, dans le sensoriel, pour retrouver cette fameuse boussole intérieure, c'est-à-dire cette partie de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Oui, c'est ça. Et quand on parle détox, on parle évidemment alimentation. On a le sentiment qu'on a perdu en fait ces sensations pour avoir des repères intérieurs en fait pour se nourrir. On ne sait plus si nos désirs sont finalement des compulsions ou de véritables désirs profonds. Et toi, tu appelles ça aussi dans ton livre la responsibility en anglais en fait, la responsabilité qui est la boussole intérieure. Ça m'a beaucoup intéressée, interloquée. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler ? Oui, alors ce jeu de mots, enfin cette comparaison avec le mot en anglais, ça m'a beaucoup travaillé intérieurement en tant qu'étudiante en médecine, parce que pendant toutes nos études, on nous rabâchait, c'est la responsabilité du médecin. Et je le vivais vraiment comme un poids. D'ailleurs, quand j'en discutais avec mes collègues, c'était attention, on va faire tel ou tel examen médical pour éviter d'avoir des problèmes, pas pour prendre soin de la personne finalement. Donc il y avait quelque chose de très paradoxal en ça, et dès que j'entendais le mot responsabilité, ça me mettait en mode survie, en mode stress. Et je crois que c'est beaucoup plus tard, quand je me suis formée chez Deepak Chopra, justement, comme les cours étaient en anglais, je me rappelle qu'il avait justement donné cette version de la responsabilité, responsibility, ma capacité à répondre à. Et pour moi, ça change complètement tout. T'es plus dans une lourdeur, une charge mentale. T'es plutôt dans la capacité à agir, et tu vois, on passe de la victime à l'acteur, en fait. C'est ça, je subis à ce qu'ils appellent empowerment. Je suis dans ma souveraineté, dans ma puissance. Exactement. En fait. Et moi, ça m'a tout de suite... j'ai senti le shift d'énergie, et je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie d'aussi transmettre aux gens, qu'on a tous, toutes en nous, les clés pour avancer de manière sereine dans notre vie. Et donc, ça se prête aussi à l'alimentation, reprendre notre souveraineté au niveau de nos intuitions et de notre façon de nous nourrir, reprendre notre responsabilité par rapport à notre alimentation et notre style de vie. Exactement. Ça, c'est important. Alors, tu as conçu un programme détox sur la base de l'Ayurveda, et la base de l'Ayurveda, c'est le feu digestif. Alors, qu'est-ce que c'est Tu peux nous dire, Nathalie, s'il te plaît ? Oui, j'aime beaucoup les métaphores en Ayurveda, d'ailleurs. C'est peut-être grâce à l'Ayurveda que j'ai petit à petit osé exprimer mon côté un peu poète. Et parce que l'Ayurveda utilise beaucoup les métaphores, mais qui ont aussi des comment on peut dire, des corrélations physiologiques vraiment concrètes. Le fameux feu digestif dont je parle dans mon livre, c'est en fait l'ensemble de notre tube digestif, des glandes salivaires jusqu'au rectum. Et on pourrait voir même de manière plus large, tu peux inclure nos rétines, puisqu'elles sont déjà en jeu quand on est en train de préparer à manger ou quand on passe devant un restaurant. On salive. Voilà. Et tu peux aussi inclure toute l'intelligence de la flore intestinale. Ça, on va dire que c'est le feu digestif du corps physique. Et là où je trouve que l'Ayurveda ouvre une porte vraiment intégrative, c'est qu'on n'est pas que un corps physique, on est aussi un corps d'émotions. Donc on a aussi un feu digestif émotionnel qui digère toutes nos émotions et qui les transforme. Et on a aussi un corps mental, avec des pensées qu'on digère aussi au quotidien en fonction de comment on porte conscience dessus ou pas. Oui. C'est intéressant parce que j'ai fait un podcast avec quelqu'un qui s'appelle Joachim Robert Froy, qui est ostéopathe, et qui lui fait tout à fait ses correspondances au niveau de l'homéostasie de la psyché émotionnelle et corporelle. Donc c'est la même chose. Et c'est ça qui est passionnant dans la vision intégrative, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'approches holistiques ou de sagesse ancienne arrivent toujours aux mêmes conclusions, finalement. Même si ce n'est pas forcément les mêmes outils, les conclusions sont les mêmes. Donc pour moi, c'est
quelque chose d'essentiel en termes de preuve, on va dire. Ouais, de confirmation. Et c'est rassurant aussi, finalement. Bien sûr. Ouais. Alors, en Ayurveda, est-ce que tu peux nous parler aussi d'Ama, qui est la fatigue chronique, et Ojas, je ne sais pas si je prononce bien, qui est l'énergie fluide. Alors, comment elles s'alchimisent ensemble, ces deux, ou pas? Alors, justement, ce fameux feu digestif, le rôle de cet élément majeur pour tout le monde, c'est qu'il est capable de transformer. C'est vraiment ça son karma, on va dire, sa destinée. Quand on apprend à écouter notre corps et à nous nourrir de manière équilibrée, et quand je dis nous nourrir, c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette, on nourrit aussi nos 5 sens en permanence. Donc quand on est à l'écoute de ce feu, il est puissant. Tu peux vraiment imaginer un beau feu que tu fais une nuit d'été en plein air. Plus tu vas lui mettre des belles branches de bois, plus il va continuer à brûler et tout transformer. Ce qui se passe, c'est avec notre mode de vie, notre société qui nous pousse à aller toujours très vite et à nous couper finalement de nos besoins, on va fatiguer ce feu digestif qui petit à petit va... Au début, il peut compenser, surtout, je parle pour les femmes, mais surtout nous les femmes qui fonçons, on assure à 200% dans plein de domaines, que ce soit professionnel, personnel, familial. Donc, on est capable de mobiliser un maximum de feu. Mais avec le temps, le corps va avoir du mal à revenir dans sa zone d'homéostasie, comme tu disais tout à l'heure. Et au bout d'un moment, le feu va s'éteindre. Ce qui fait que derrière, même si tu vas apporter des aides à travers des plantes ou à travers n'importe quel moyen, le corps va plus être capable de digérer et d'assimiler ce que tu lui donnes. Du coup, tu auras beau lui donner plein de choses à la personne, ça va pas lui suffire pour pouvoir récupérer. Et ça, en fait, on parle de cet état-là, on appelle ça l'énergie ama, justement. Et la personne le sent vraiment clairement. C'est une fatigue inexpliquée, alors qu'elle fait quand même... elle dort plutôt bien. C'est tous les symptômes psychosomatiques qui font fuir les médecins en général parce qu'ils disent... un état dépressif, etc. Voilà. Ça ne rentre pas dans les cas, c'est des douleurs chroniques. Tu vois, les fibromyalgies, c'est vraiment... je pensais exactement à ça, l'endométriose. Exactement. Endométriose, fibromyalgie, toutes ces maladies dont on entend à peine parler maintenant, qui touchent beaucoup de femmes d'ailleurs, ça, c'est un diagnostic d'un feu digestif qui a été affaibli. Y compris, par exemple, pour des maladies comme Lyme, où finalement, ça arrive à se développer parce que le feu est faible. Mais j'ai envie de dire, finalement, ça pourrait être le terrain de base de toute maladie, puisqu'aujourd'hui, on sait que même dans les maladies purement organiques, même un infarctus du myocarde, qui est une artère du cœur qui est bouchée, même là, on trouve toujours un facteur de stress. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire qu'il y a des maladies psychosomatiques d'un côté et de l'autre côté des maladies organiques. Tout est vraiment lié, quoi. Le terrain est tout, comme disait Claude Bernard. Oui, tout à fait. Et bien d'autres avant lui. Et Hippocrate, et après on peut remonter encore plus loin. Donc, cette ama qui va s'accumuler au fil du temps et qui explique aussi pas mal d'intolérances digestives. L'idée, ça va être déjà d'en prendre conscience et d'expliquer les faits à la personne pour qu'elle comprenne que tout ça, c'est lié. C'est une étape essentielle, en fait, de conscientiser. Et la deuxième étape, ça va être de trouver des moyens pour pouvoir relancer ce feu digestif. Et en fait, si on arrive à vraiment lui redonner une nouvelle vie, cet ama va pouvoir être éliminé et la personne va de nouveau produire l'énergie qui nourrit vraiment les canaux subtils, qui s'appelle Ojas. D'accord. Et ça, est-ce que ta détox colorée permet de faire ça, ou il faut quand même avoir un bilan par ailleurs d'un médecin, ou en fait on peut déjà se lancer dans une détox si on se sent un peu fatigué, allez hop, on se dit ça va de toute façon me faire du bien? Moi, la manière dont j'ai écrit le livre, c'est que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre, quelles que soient les conditions. Donc, moi j'ai envie de dire, si vous sentez qu'il y a un truc qui parle pour vous de l'ordre de ama, essayez la détox. Vous pouvez la faire en 7 jours. Bon, après, c'est vrai que 7 jours, ça demande vraiment d'avoir quand même 1 heure par jour. Voilà. Ce que tu dis, mais après, tu peux aussi le déployer sur plus longtemps. Et rien n'empêche d'aller consulter quand même, s'il y a besoin, un thérapeute ou un médecin en plus.
Alors, ta détox propose d'ouvrir 7 portes énergétiques que tu as baptisées la détox colorée. Pourquoi associer un chakra, une couleur, une énergie, une ressource? Tu parlais de correspondance tout à l'heure, c'est pas le mot que tu as utilisé de... Connexion. Ouais, non, c'était pas le mot Corrélation. Corrélation, Ouais. voilà, c'est ça. Et donc là, justement, tu as fait beaucoup de corrélations et ça donne... Bon, le livre est très joli, bien illustré et on voit bien, tu associes une couleur, un chakra. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors, dans cette idée dans l'intention du livre, en fait, j'avais fait... 2 ans avant d'écrire le livre, j'avais proposé à des amis de faire une détox ensemble, en ligne, où je postais tous les jours sur Facebook des recettes, une posture de yoga, et j'avais vraiment adoré. J'ai initié ça pendant une semaine. Oui. Et la saison d'après, d'autres amis m'ont dit, bah tiens, nous on serait intéressés, pourquoi tu construis pas vraiment un programme en ligne sur 7 jours? Et donc je l'avais lancé, il y avait une 50aine de participantes, et j'avais vraiment apprécié les retours des personnes. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas le formaliser un peu plus en livre? Oui. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est très artistique, vraiment dans l'esthétique. J'ai fait beaucoup de danse indienne quand j'étais plus jeune, et puis j'ai continué après. C'est ce qui m'a permis de tenir dans un univers très scientifique, et j'avais besoin de mettre de la couleur. Et d'ailleurs, moi, dans mon histoire personnelle, la cuisine, j'ai commencé à cuisiner à l'âge de 28 ans. Oui, ce que tu dis dans ton livre, qu'en fait, ta maman cuisinait très bien. Ouais. Et du coup, toi, tu t'autorisais pas vraiment à cuisiner. Bah voilà, je me disais, ça sert à rien d'essayer d'égaler le chef. Il y a aucun... Personne ne peut. Voilà. Et puis, deuxièmement, moi, avec les croyances que je m'étais forgées ado, la cuisine, c'est pour la femme au foyer. Comme je voulais surtout pas finir femme au foyer, j'ai évité pendant longtemps. Et à 28 ans, quand je me suis retrouvée toute seule dans mon petit studio jeune interne, je me suis dit, bon, si je m'amusais dans la cuisine, si je m'amusais à mettre des couleurs, à tester un peu ce que je voyais, un peu que ma mère faisait quand elle improvisait, un mélange de plats indiens, français. Tu vivais où à ce moment-là? J'étais à Montpellier. Oui. Et je me suis tellement régalée de l'expérience, d'être dans cette énergie créatrice, que je m'étais dit, mon deuxième livre, parce qu'en fait j'ai déjà écrit un livre, on était 10 collaborateurs, c'était vraiment axé santé intégrative pour les professionnels de la santé, et donc on va dire que j'avais une plume très scientifique, et je me rendais compte que ça me nourrissait plus. J'avais vraiment besoin de communiquer avec les gens, comme là on est en face à face, et avec des mots simples, et puis de leur donner envie d'expérimenter. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, on va partir des couleurs. Ça tombe bien, les chakras, ces fameux centres énergétiques qui font les ponts entre le corps physique, le corps physiologique, et les énergies et le mental, et puis on peut ouvrir aussi au corps spirituel. Ça peut être le point de départ pour nous connecter à cette créativité. Et j'avais vraiment à cœur que les personnes ne se sentent pas perdues dans un langage trop énergétique ou spirituel. Et c'est pour ça que j'ai senti le besoin de poser aussi les bases physiologiques qui vont vraiment avec, puisqu'on se rend compte, si on prend l'exemple du premier chakra, qui est le chakra de la base, qui nous permet de nous enraciner et de nourrir nos besoins profonds, ce chakra-là correspond vraiment à la fonction de nos surrénales, par exemple, qui sont les 2 petites glandes au-dessus des reins, qui sécrètent le cortisol, l'adrénaline, qui nous permet d'être en survie. Et donc là, chaque porte est conçue comme ça. C'est ça. Et on rentre la porte avec un petit quiz énergétique pour voir où est-ce qu'on en est de ce chakra. Tu cites Deepak Chopra, justement, mettez les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette. Ce qui fait du bien à l'œil fait du bien à l'âme. Oui, ça fait partie de ces citations qui me parlent beaucoup, surtout que je forme aussi des accompagnants, parents, enfants, et souvent la question d'alimentation chez l'enfant revient. Comment on fait pour faire manger des légumes et des fruits aux enfants, alors que facilement ils vont vers tout ce qui est trop salé ou trop sucré. De leur dire, ok, mets tes doigts, choisis les couleurs que tu veux et essaye de faire les couleurs de l'arc-en-ciel dans ton assiette. Je peux te dire que les enfants voient les choses différemment. En fait, si on leur dit mange ça parce que c'est bon pour la santé, soit c'est un bon élève, il va dire bon, je vais faire plaisir à l'adulte, soit il est dans sa phase rebelle, il va dire non. Alors que si tu lui donnes l'opportunité d'être dans son explorateur, son exploratrice, ça va être vraiment un autre rapport à l'alimentation. C'est ça. Est-ce que tu peux nous détailler une autre porte ? L'association couleur, l'organe une qui te parle particulièrement ? Là, autour de nous, c'est une ambiance un peu jaune. Ouais.
Et puis quand je te regarde aussi, il y a une présence très liée à l'énergie du chakra du plexus solaire, du 3e chakra, donc le chakra jaune. C'est notre soleil intérieur. Et puis ça rejoint le feu digestif, puisque c'est la localisation du feu digestif. Ce chakra correspond physiologiquement à l'ensemble de nos organes digestifs situés à peu près juste en dessous de la cage thoracique. Donc on va dire l'estomac, le pancréas, le foie. D'accord. Et donc ce sont des organes vraiment transformateurs. C'est là où on sécrète énormément d'enzymes digestives. Et dès qu'on mange, du coup, ces organes-là sont stimulés et ils vont avoir pour rôle de transformer tous les aliments qu'on mange, donc tout ce qu'on prend du monde extérieur. Ils vont les transformer et ils vont assimiler tout ce qui est bon pour nous pour qu'on puisse créer notre monde intérieur. Quelle recette associée ou quel ingrédient phare pourrait être avec le plexus et le jaune? Le curcuma. Forcément. Mais oui, où avais-je la tête? Alors c'est marrant que tu me parles du plexus parce que pour la petite anecdote, je viens d'avoir une très grosse séance d'ostéopathie où on s'est focalisé sur le plexus. Donc tu lis bien les corps aussi dans ton intuition. À quoi ressemble l'équilibre d'une journée de détox colorée pour donner un petit peu l'eau à la bouche? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, ça demande pas des heures et des heures de préparation. C'est sûr que si on a la chance d'être dans la campagne, dans la nature, qu'on a la chance d'avoir un maraîcher ou un producteur qu'on connaît bien et qu'on va pouvoir aller voir pour acheter nos produits, c'est des facteurs favorisants, c'est sûr. Mais moi, la première fois que j'ai fait la détox, j'habitais en région parisienne et c'est jouable. Ouais. L'idéal, c'est que les 2-3 premiers jours, on soit quand même soit en week-end, soit en mode tranquille, pour pouvoir après enchaîner même si on travaille. Et l'idée, c'est de commencer la journée par un temps de reconnexion à soi, à son corps, ce que j'appelle la météo intérieure. Oui. Tu peux le faire en sortant sur ton lit à travers une petite méditation. Tu peux le faire en commençant le quiz énergétique, qui est constitué de 5 affirmations et tu notes de 0 à 5 comment tu te sens au moment où tu fais le quiz. Et puis pour les plus motivés, tu peux faire une posture de yoga qui correspond à l'énergie du chakra qu'on va explorer ce jour-là. Que tu proposes. Hein. Ouais. Et ensuite, comme je dis, cette couleur va nous guider toute la journée. Dans l'assiette, mais aussi dans la conscience de cette couleur. C'est-à-dire que déjà, tu vas essayer de trouver un accessoire ou un habit de la couleur. Tiens, je vais mettre une robe jaune ce soir, par exemple. Ben voilà. Et tu regardes déjà ce que ça te fait, comment ça modifie ta perception de toi, de ton énergie, de ta journée et des autres autour de toi aussi. Quel feedback ils te font. Oui. Et puis toute la journée, je propose à chaque fois que tu vois cette couleur-là, tu prends le temps de revenir à toi et de voir comment tu te sens. Et puis après, donc, tu prépares. Donc, l'idée de la journée, en fait, pendant la détox, c'est de préparer un smoothie qui va être un repas complet que tu vas prendre, soit si tu as faim dès le matin, tu le prends dès le matin au réveil. Sinon, si tu es comme moi et que ton appétit commence que vers 10h, tu prends juste une infusion avec un peu de quelques gouttes de citron le matin. Et après, tu prends ton smoothie vers 10h. Tu passes ta journée et tu te fais un petit repas, une collation. C'est une recette qui est dans le livre. Oui. Que tu prends entre midi et 14h. Il n'y a pas trop d'ingrédients dans les recettes? Non, à chaque fois, je propose des options. Oui. C'est vrai que j'aime bien utiliser certaines épices qu'on trouve plutôt dans les magasins indiens. Donc ça, je les mets en optionnel pour ceux qui ont le temps. Et puis, il m'arrive, comme j'organise des bulles un peu partout dans le monde, il y a des fois, il n'y a pas d'ingrédients indiens. On fait avec des produits locaux. Le mois dernier, j'étais en Guyane et on a fait avec le marché local. Et c'est super parce qu'en fait, l'idée, c'est ça. Moi, l'invitation, c'est en cuisine ayurvédique, c'est pas de manger indien. C'est les bases de l'ayurveda, c'est plus tu manges local, de saison, le moins transformé possible, mieux c'est pour toi. Oui, puis c'est ça, c'est adapté à notre mode alimentaire, forcément, local. Ouais. On a la nourriture qui correspond à notre biotope. Exactement, oui. L'environnement fait partie intégrante de c'est notre physiologie en lecture ayurvédique. Et quel ingrédient actif tu aimes, toi, justement, phare quand même de cette détox? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu incontournables? Bon, même si après, si on les trouve pas en Guyane ou en Guadeloupe, on va trouver autre chose, mais quand même.
Moi, ce qui revient souvent, et la première remarque que font les gens qui expérimentent la détox avec moi, c'est ça, je vais le reprendre chez moi. En fait, c'est pas un ingrédient, c'est un principe qui s'appelle le vagar. Ce que je décris dans le livre, en fait, le vagar, c'est une manière de préparer ces aliments pendant un temps de détox, qui fait que tu vas utiliser, quand tu veux faire cuire, que ce soit des légumes, des céréales, des lentilles, tu fais revenir un peu de matière grasse. Soit tu connais un petit peu le ghee, qui est le beurre clarifié, tu peux utiliser ça. Sinon, tu utilises une huile de coco ou une huile que tu peux faire chauffer. Oui, et le beurre clarifié, on peut facilement le faire soi-même. Exactement, ouais. Il y a plein de tutos sur YouTube. Tu fais revenir un peu de matière grasse et tu vas rajouter un mélange d'épices brutes, pas les poudres, des graines de moutarde, graines de cumin. Déjà, là, en fait, tu vas préparer le vagar. Après, tu peux aller jusqu'à mettre un peu d'ail, d'oignon et de gingembre frais. Oui. Et après, tu mets tes légumes que tu fais revenir, pas cuire trop longtemps forcément. Oui. Et ça, en fait, ça va constituer un pré-digestif qui va faire que ça va réveiller progressivement notre feu digestif et ça va stimuler notre appétit. Au niveau enzymatique, c'est bien aussi. Exactement, ouais. On se rend compte aujourd'hui que ce fameux vagar a un effet positif pour renouveler notre microbiote intestinal, par exemple. Ah oui. Intéressant. Ouais. À l'heure où on ne fait que parler du microbiote. Il y en a qui en parlent depuis longtemps. Exactement. C'est une médecine qui est vieille de plus de 5000 ans. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est vraiment le mélange d'ingrédients que je trouve facile à faire. Enfin, t'as juste à acheter une fois tes épices. Après, elles durent 6 mois. Alors, on était dans cette fameuse journée détox. On n'avait pas terminé. On a fait une digression. On est arrivé, on a mangé notre deuxième plat. On est l'après-midi. Tu fais ce que tu fais avec ta couleur qui te guide quand même dans ta journée. Et le soir, ce que je propose, c'est de réveiller son artiste intérieur. Et le soir, il peut y avoir soit vous prenez un bouillon, si vous n'avez pas trop faim, et sinon, l'idée, c'est de préparer le plat du midi, d'en faire suffisamment pour le soir en plus petite quantité. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment une dégustation en conscience. Et je propose même des exercices qu'on retrouve dans des pratiques bouddhiques, où on se connecte à l'énergie de la compassion pour remercier la nature qui nous a offert ces aliments et tous les humains qui ont contribué à ce que ces aliments arrivent jusqu'à nous. Et dans cette dégustation en conscience, l'idée, c'est de vraiment être dans son cerveau sensoriel et d'observer ce qui se passe au niveau des 5 sens. Parce qu'après, je propose un exercice d'écriture qui s'appelle le haïku gourmand. Oui. Où l'idée, c'est de décrire son expérience vraiment d'un point de vue sensoriel et pas être en mode description du plat et de la quantité des ingrédients, mais vraiment réveiller son âme d'artiste, en fait. Et si on est tout seul, c'est de profiter, de s'offrir soi-même ce poème. Si on mange à plusieurs, c'est de l'offrir aux autres. Oui, c'est ça que j'adore dans ton livre, c'est qu'il y a vraiment cette partie artistique, créative, poétique, qui est très belle, avec les haïkus gourmands et puis aussi les mantras. Oui, parce qu'il y a un autre exercice d'écriture aussi qui est proposé, qui est d'écrire soi-même son mantra pour se connecter à l'énergie du chakra dans les dimensions émotionnelles et psychologiques. Parce qu'avant d'écrire le chakra, je propose un petit exercice pour voir s'il n'y a pas des croyances limitantes concernant ce chakra. Par exemple ? On parlait du chakra du plexus solaire, le chakra jaune, qui est vraiment un chakra quand l'énergie circule bien. C'est un chakra qui témoigne du fait qu'on a une confiance en soi qui est vraiment ouverte, grande, qu'on sent notre puissance intérieure et qu'on a envie de la manifester à l'extérieur. Et quand il y a un blocage, peut-être qu'on peut avoir des pensées liées à notre expérience passée, liées à peut-être ce qu'on nous a dit, qui sont un peu inconscientes, mais le fait de prendre le temps et de regarder, ça peut être des pensées du style t'es nul, t'y arriveras pas, t'es pas à la hauteur. C'est le genre de choses que le petit hamster dans la tête peut se répéter sans qu'on s'en rende compte. Le fait de prendre le temps de regarder ce qu'il y a et de se dire « Ah tiens, c'est vrai que je me dis souvent ça ». Et de travailler cette pensée, cette croyance limitante en la transformant, en imaginant ce serait quoi l'opposé. Oui. Et créer son mantra à partir de ça, ça permet vraiment d'ancrer dans la matière toute l'énergie de ce chakra qu'on a exploré toute la journée dans ce mantra. Oui, d'où l'intérêt quand même de prendre du temps quand on fait cette détox, de l'installer sur peut-être un temps de vacances ou ou à un moment où on sait qu'on va être pas en speed pour vraiment pouvoir intérioriser aussi tout ça. C'est ça. Et puis le dernier élément de la détox, il y a un petit CD qui est associé au livre
où il y a 7 méditations colorées. Et chaque jour, en fin de journée, après la méditation, on peut aussi la faire le matin, mais ça peut être aussi une manière de clôturer sa journée. La petite méditation de 10 à 12 minutes pour synthétiser, laisser infuser tout ce qui s'est passé dans la journée. Parfait. Donc là, on a vraiment le programme complet qu'on peut faire soit sur 7 jours, soit sur 7 mois, tu dis. 7 jours, 7 semaines, 7 mois. C'est au choix. On est en occurrence, oui, j'avais oublié la semaine. Tu proposes des activités physiques, à part le yoga, qu'est-ce que tu proposes d'associer sinon ? La marche, ça peut être la marche. La marche, c'est très bien. En fait, c'est ce qui vous convient, vous, le mieux. Moi qui aime bien courir, par exemple. Ah, bien sûr. Est-ce que la course à pied n'est pas trop violente quand même quand on est en forme de détox ? Il faut que tu t'écoutes. Et il faut que tu vois si tu es dans cette activité de course à pied pour te dépasser ou parce que tu as envie de prendre soin de soi. C'est ça le... Oui, plus de prendre soin de moi, mais c'est vrai que j'aime aussi la connexion avec la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent aussi pour être reliés aux éléments. La marche aussi, cela dit, le vélo, il y en a d'autres, mais... Mais tu vois, si tu fais une activité nature, comme la course à pied, ce que tu pourrais faire d'un jour à l'autre, c'est chaque jour te connecter à l'énergie du chakra. Par exemple, le premier chakra, le rouge, c'est l'énergie de la terre. Oui. Donc, d'observer la sensation de la terre sous tes pieds. Le deuxième jour, si tu peux avoir des points d'eau, pour te connecter à l'énergie de l'eau, le deuxième chakra. Le troisième jour, ça va être plutôt l'énergie du feu, du soleil. Donc, dans des espaces découverts, tu peux jouer avec ça aussi. Ah ouais, super idée. Elle voit loin, Nathalie, avec son troisième œil. Elle est forte. Alors, ce voyage créatif que tu nous proposes, qu'est-ce qu'on peut attendre à la fin de créatif, sensoriel, avec ses portes énergétiques ? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle détox ? Alors, j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question. Et du coup, j'aime bien citer les personnes qui l'ont faite et qui témoignent. Oui, c'est plus simple pour moi parce que, oui, c'est sûr. À force de l'avoir fait, en fait, pour moi, c'est devenu normal, entre guillemets. Et les retours que j'ai qui me touchent beaucoup, c'est merci. J'ai l'impression d'avoir pris le temps de connecter toutes les parties de moi. Et du coup, ça a l'air simple comme ça, mais pour beaucoup de personnes qui ont déjà expérimenté plein de choses, le fait de voir qu'elles ont tout en elles et qu'il suffisait juste de connecter des choses qu'elles savaient peut-être déjà, c'est un grand soulagement. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi j'avais envie de tester la détox parce que l'Ayurveda, le yoga, ça me parle, et l'effet secondaire positif, c'est que j'ai perdu quelques kilos. Justement parce que le fait de chouchouter son feu digestif, ça permet aussi de déplacer le curseur des compensations que certaines personnes peuvent avoir parce que le feu digestif est bas, donc elles mangent beaucoup et du coup elles accumulent ces toxines énergétiques qui peuvent aussi se manifester physiquement par une prise de poids. Oui. Donc indirectement, il peut aussi avoir un effet sur le poids. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de cet élan créatif qui émerge et là, c'était dans le cas, en plus, on était en Inde, on faisait la détox colorée en Inde, et là, il y avait une participante qui a vraiment déployé son âme d'artiste, alors qu'elle n'est pas du tout de ce milieu-là, et elle a fait un collage avec des fleurs magnifiques qu'elle a offert au groupe, tu vois, donc quelque part, il y a cette énergie de oser exprimer sa part d'artiste dans son quotidien, qui n'est pas forcément un cadre privilégié pour ça. Ouais, c'est beau, c'est de voir émerger toutes ces nouvelles choses, en fait. C'est ça, ouais. On arrive, Nathalie, déjà, hélas, à la fin de ce podcast. Ça passe très vite. J'ai pas vu le temps passer. Ouais. J'aimerais bien revenir justement sur les ponts entre les sagesses anciennes et la médecine plus conventionnelle. Quelles avancées tu vois aujourd'hui et quelle est ton espérance à ce sujet pour l'avenir ? Je suis plutôt optimiste. Parce que je suis dans cette marmite depuis une vingtaine d'années, on va dire. Oui. Et il y a 20 ans, c'était pas évident. Quand tu faisais partie des groupes de recherche, c'était à peu près quand il y a 20 ans. Quand j'étais chez les pompiers. Non, il y a même encore 10 ans, c'était pas évident. Oui. Parce que c'était à ce moment-là que j'avais l'uniforme de pompier. J'étais militaire, donc c'était un cadre. Oui, c'est vrai que différent. j'ai pas noté ça dans ta biographie. Tu peux peut-être en dire 2 mots, en fait, de cette ma première vie professionnelle, c'était médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Donc, médecin capitaine, militaire. Ouais. C'est pas du tout le même... Mais j'ai réussi justement, c'est de là qu'est né ce désir d'intégrer différentes approches ensemble. Et j'ai réalisé que ces 10 dernières années, en fait, il y a une accélération, une prise de conscience. Je pense qu'on vit une période passionnante pour ça, notamment grâce à tous les progrès qu'on voit dans les neurosciences.
Le fait de réconforter nos cerveaux analytiques qui ont besoin de preuves scientifiques et de leur dire mais finalement tout ce qui se faisait depuis des millénaires, Oui. ça a peut-être du sens. Dans des milieux où c'était encore très fermé, cette dimension holistique et spirituelle, ça commence vraiment à s'ouvrir. Je le vois parce qu'aujourd'hui dans mes formations, dans mes stages, j'ai des femmes et des hommes de différents milieux qui sont pas forcément dans le milieu du développement personnel ou de la spiritualité où c'est plus facile de parler de ces sujets-là. J'ai eu la chance d'interviewer à l'époque David Servan-Schreiber, qui parlait beaucoup de la médecine intégrative en disant il faut vraiment prendre le meilleur des médecines. Ouais. Ça, il fait partie des pionniers qui m'ont beaucoup inspirée. J'avais eu la chance de le rencontrer aussi une fois. Pareil, Thierry Janssen qui est aussi passé derrière ton micro. Enfin, c'est des personnes et des confrères qui m'inspirent au quotidien pour avancer sur ce chemin-là. C'est ça. Est-ce qu'on peut conclure avec cette citation de Picasso qu'il y a dans ton livre « Allume les couleurs à l'intérieur ». Ça te parle beaucoup? Bah ouais. Carrément. Carrément, ouais. Quelle serait ta couleur là en ce moment où on parle? Le vert. Le vert. La couleur du cœur, de la connexion. De l'espérance. Ouais. Très bien. Nathalie Guita Babourage, merci infiniment. Merci Anne. Pour ce merveilleux podcast, je rappelle que tu es l'auteur aux éditions du Courrier du Livre d'un fabuleux livre, Ma détox colorée, pour aller à la rencontre de nos couleurs intérieures et retrouver un équilibre en 7 jours, 7 semaines ou 7 mois. Et ton site internet, Institut de santé intégrative tout-attaché.com, c'est bien cela? C'est ça, il y a doclaluna.com aussi. Voilà, où il y a mes activités plus orientées vers les femmes. Accompagnement des femmes à travers les mantras, c'est ça? C'est ça. Ouais, génial. On se retrouve très bientôt. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagée de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.